Michael Morpurgo, Le roi Arthur. Je reprends ma lecture au milieu du chapitre 3, c'est-à-dire au bas de la page 58. Un matin, de bonne heure, alors que je m'apprêtais à partir à la chasse, un jeune écuyer arriva au galop dans la cour du palais, tirant par la bride un deuxième cheval en travers duquel gisait un corps sans vie. Un écuyer, c'est un jeune homme qui soigne les chevaux ou qui aide par exemple le chevalier à porter son armure ou ses armes. Gisait un corps sans vie signifie était couché un corps sans vie. Donc sur ce cheval est couché un corps sans vie. Qui a fait cela demandai-je. Le roi Pélinore, répondit-il. Ce nom faisait trembler. De tous les rois renégats et de tous les chefs de bande qui défiaient encore ma suzeraineté, Pélinore était le plus redouté, le plus cruel. Des rois renégats sont des rois rebelles qui n'acceptent pas le pouvoir du roi Arthur. La suzeraineté, c'est la royauté qui est accordée à Arthur, c'est-à-dire le fait qu'il ait été reconnu roi. Être redouté signifie être craint. Il a assassiné mon maître, continua l'écuyer, et ceci sans l'ombre d'un motif, c'est-à-dire sans aucune raison. Nous étions à moins de 2 lieues d'ici, après avoir voyagé durant des semaines pour rallier le jeune roi Arthur. Les lieux dont il est question ici euh, correspondent à une distance parcourue, un petit peu comme des kilomètres. Eh bien, vous voilà rendu, dis-je, et je suis cet Arthur que vous cherchez. L'écuyer descendit de cheval et mit un genou en terre. Messire Arthur, dit-il, je m'appelle Grifflet. Mon maître venait pour vous servir, pour vous suivre, et il est mort avant d'avoir pu le faire. Permettez-moi de vous servir à sa place. Je veux voir agoniser le roi Pélinore, vautré dans la fange qui est sa place. Je veux voir agoniser signifie je veux voir mourir lentement le roi Pélinore. L'agonie, c'est un moment qui précède la mort et qui est souvent accompagné de souffrance. Être vautré dans la fange signifie être allongé dans la boue. Permettez-moi de m'en charger, messire. Conférez-moi la chevalerie, armez-moi, et je vengerai le meurtre de mon maître. Il était encore plus jeune que moi, et ses joues roses avaient une fraîcheur juvénile. Juvénile, c'est-à-dire qui évoque la jeunesse, l'enfance. Je ne pouvais pas l'envoyer combattre Pélinore, qui n'en ferait qu'une bouchée. J'aurais dû refuser tout net et y aller à sa place. Mais ses yeux ardents m'imploraient, et pour être franc, je n'étais pas tellement désireux d'affronter ce Pélinore. Des yeux ardents, ce sont des yeux très brillants qui expriment la volonté, le courage. D'accord, répondis-je, mais soyez prudent, ne chargez qu'une seule fois. Si vous êtes désarçonné, arrêtez le combat. Si vous êtes désarçonné, c'est-à-dire si vous tombez de cheval. Vous ne devez pas lutter à pied. Le roi Pélinore est l'un des meilleurs bretteurs du pays. Vous vous y engagez ? Il promit, et je vis qu'il était décidé à tenir parole. Je l'adoubai donc sans plus tarder, nous l'armâmes et il partit. Adouber un jeune homme signifie le faire chevalier. Moins de 2 heures plus tard, un cheval fourbu, c'est-à-dire fatigué, entra dans la cour en clopinant, c'est-à-dire en boitant, monté par Grifflet qui vacillait sur sa selle. Vaciller, c'est être penché, être sur le point de tomber. Le visage convulsé par la souffrance et le flanc ouvert. Autrement dit, le ventre ouvert. Il essayait de comprimer sa blessure pour l'empêcher de saigner, mais il n'y parvenait pas, et le sang qui suintait entre ses doigts tombait à grosses gouttes sur le sol, à mes pieds. J'ai tenu parole, messire, dit-il en s'efforçant de sourire malgré sa douleur. Nous l'aidâmes à descendre de cheval et à gagner le château pour s'y faire panser,
c'est-à-dire pour s'y faire soigner. Furieux, beaucoup d'entre nous étaient prêts à se lancer incontinents aux trousses de Pélinore, mais je décidai que j'irais seule. Cette décision me fut dictée par l'orgueil et peut-être aussi par quelques remords. Par l'orgueil, c'est-à-dire par la fierté, le sentiment, un sentiment de supériorité, et le remords, puisqu'ici Arthur se sent coupable. Armé d'une épée et d'une lance, Bercelet trottinant à côté de mon cheval, je franchis le pont-levis et m'engageai sur l'étroite route qui traversait la forêt. Je n'avais pas fait beaucoup de chemin lorsque j'aperçus la bannière de Pélinore, plantée à côté d'une source dans laquelle se désaltérait son cheval. Mais de lui aucune trace, en dehors de son bouclier qui se balançait à la branche d'un vieux chêne. Pélinore, appelai-je, sortez de votre cachette. Vous êtes peut-être capable de corriger un gamin, mais je suis d'une autre trempe. Montrez-vous si vous l'osez. De l'ombre du sous-bois surgit un véritable colosse, son aume sous le bras. Un colosse, c'est un personnage gigantesque, très imposant, une espèce de géant en quelque sorte. Le aume, c'est le casque que porte le chevalier sur la tête. Aujourd'hui, continuai-je, vous avez tué un homme et blessé un jouvenceau. Et tout cela pourquoi ? Un jouvenceau signifie un très jeune homme, presque un enfant. Parce que je joute contre quiconque passe par ici, répondit le roi Pélinore. Je joute, le fait de jouter, c'est combattre. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je fais ce qui me plaît, où il me plaît et quand il me plaît. Et il me plaît de désarçonner des chevaliers. Dans ce cas, rétorquai-je, irrité par son arrogance, vous feriez bien de monter sur votre cheval, car moi aussi, il me plaît de désarçonner les gens. L'arrogance, c'est l'insolence, le sentiment de supériorité. Il sourit, enfourcha lestement son destrier et se mit en selle. Un destrier, c'est un cheval, le cheval donc de combat du chevalier. Eh bien, allons-y, dit-il, qu'est-ce qu'on attend ? Nous prîmes nos distances, fîmes demi-tour et calâmes nos lances au creux de l'épaule. Je sentis mon cheval se ramasser sous moi, je le talonnai et lui lâchai les rênes. Il s'élança, la lance pointée sur le centre du bouclier de Pélinore, tous les muscles noués, je me préparais au choc. Il fut si brutal que les deux lances volèrent en éclats. « Vous êtes bon !» me cria-t-il en faisant faire demi-tour à son cheval, qui s'ébrouait en piaffant. Qui s'ébrouait, c'est-à-dire qui s'agitait. Vous êtes même très bon, mais vous n'êtes pas suffisamment bon. On recommence, d'accord ? Et il fit apporter d'autres lances. Ce fut à ce moment-là que je remarquai que Bercelet s'enfonçait délibérément sous le couvert. Délibérément signifie volontairement. Pendant un instant, je me demandais ce qu'il faisait, où il allait. « Votre chien est un malin, » ricana le roi Pélinore. « Il sait quand il est temps de se dérober. Vous voulez en faire autant ?» Je pris la lance qu'on me tendait. « Ne parlez donc pas tant, lui criai-je. Piquez des deux. » Et pour la seconde fois, nous chargeâmes. Pour la seconde fois, les lances furent pulvérisées. Mais ce coup-ci, je faillis être désarçonné et je compris que j'avais trouvé à qui parler. Une troisième fois, je m'élançai vers lui, mon bouclier plaqué contre ma poitrine, le corps couché sur ma lance, toutes les fibres de mon énergie concentrées sur la pointe de ma lance, et cette pointe braquée sur le centre de son bouclier, sur son cœur. Mon cheval fit-il un écart à la dernière seconde ? Avais-je surestimé mes forces ? Je ne le saurais jamais. Quoi qu'il en soit, je fus touché hors d'aplomb.
Le roi Pélinor me souleva de ma selle et m'envoya mordre la poussière, le souffle coupé. Puisant un regain de colère dans cette humiliation, je me relevai aussitôt, l'épée au poing, et attendis mon adversaire de pied ferme. Il mit pied à terre, dégaina, et se jeta sur moi comme un forcené, m'obligeant à reculer. Je ripostai de mon mieux, en parant ses coups avec mon bouclier, mais celui-ci me fut arraché. Du sang coulait de mon cou, et je compris brusquement que ce n'était plus pour gagner que je me battais, mais pour défendre ma vie. Avec l'énergie du désespoir, je fis tournoyer mon épée au-dessus de ma tête, et l'abattis de toutes mes forces sur son aume. J'avais fendu en deux plus d'un Saxon avec un coup pareil, mais cette fois ma lame n'entama pas le fer. Au lieu de cela, elle se brisa net, et je me retrouvai avec la seule poignée de mon épée au poing, ne sachant même pas de quel côté était partie la lame. Avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, je fus renversé et cloué au sol, l'épée de mon adversaire posée sur ma gorge. Je pensai alors à Guenièvre et aux 2 serments que j'avais violés. J'avais commencé par trahir mon amour pour elle, et maintenant, je ne l'épouserai jamais. Je ne la reverrai même pas. Suppliez-moi, cria-t-il, implorez ma clémence, et je me laisserai peut-être fléchir. Si la défaite était humiliante, la capitulation était impensable. La capitulation, c'est le fait d'abandonner, de reconnaître que l'on a échoué et de se soumettre à son adversaire, de se soumettre au vainqueur. Il se peut que ce soit la pensée de ne jamais revoir Guenièvre qui m'insuffla des forces nouvelles, je ne sais pas. Je me tortillais, roulais sur moi-même, bondis sur mes pieds et me ruais sur lui. Je lui fis sauter son épée des mains, et nous luttâmes dans la poussière comme des bêtes. Mais il était trop fort, trop lourd pour moi. J'avais le dessous, et je le savais. Ma volonté faiblissait continuellement. Alors que j'étais sur le dos, ses doigts autour de mon cou, je vis Bercelet sortir des bois en aboyant, peut-être pour me prévenir, peut-être pour me sauver la vie. De toute manière, c'était trop tard. Le roi Pélinor avait de nouveau son épée à la main. Le soleil la fit scintiller, et je fermai les yeux pour ne pas voir venir la mort. Mais elle ne vint pas. Lorsque je les rouvris, le bras brandi du roi Pélinor était figé à la verticale. Ça suffit, dit la voix de Merlin. Si vous le tuez, Pélinor, vous tuerez du même coup l'espoir de la Bretagne. Cet homme est Arthur, votre suzerain. Et il retira l'épée de la main crispée du roi Pélinor. Vous êtes Arthur, murmura le roi Pélinor. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait? Et sur ces mots, il ferma les yeux et s'effondra comme une masse à côté de moi. Merlin m'aida à me relever. Comment m'avez-vous trouvé? Lui demandai-je. Il me semblait pourtant vous avoir prévenu, répondit-il doucement. Bercelet est mes yeux et mes oreilles. Même quand je ne suis pas à côté de vous, vous n'êtes jamais hors de ma vue, ni de mes pensées. Et en l'étreignant, c'est-à-dire en l'embrassant, en le serrant dans mes bras, je me rappelais qu'il avait déjà dû assister à ma mauvaise action de la nuit de Caerlon. Vous m'avez manqué, dis-je. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je n'aurais pas dû me mettre en colère contre vous. Mais j'aimais Guenièvre à ce moment-là, et je l'aime toujours. Je sais, dit Merlin, et je sais également que je n'y peux rien. Pour moi, c'est parfois pénible parce que je suis au courant de ce qui va arriver. Il y a tant de choses que je ne voudrais pas voir se produire, que j'essaye de m'y poser, tout en sachant pertinemment que je ne peux pas. Notre querelle, c'est-à-dire notre dispute, fut autant ma faute que la vôtre. Si c'est ce que vous désirez, alors vous aurez Guenièvre pour reine. Il me tint un bout de bras et m'examina en hochant la tête.
Mais je me rends compte que Bercelet n'est pas suffisant pour vous protéger en mon absence. Il est temps d'aller chercher Excalibur. Excalibur? Qui est Excalibur? Vous verrez, dit Merlin. Et Pélinore, qu'est-ce qu'on en fait? Demandai-je. On ne peut pas l'abandonner dans cet état. Mais même si je ne l'apprécie guère, c'est un excellent jouteur. Jusqu'ici, personne ne m'avait encore battu. Et il ne vous aurait jamais battu, Arthur, si vous n'aviez pas passé vos soirées à vous enivrer ces derniers temps, ce qui a amoindri vos forces. Passer ses soirées à s'enivrer signifie passer ses soirées à boire. Ce n'est pas un mal, la défaite est une bonne école. On finit toujours par tomber sur quelqu'un de plus rapide, de plus adroit, de plus fort. Il est exact que bien peu d'adversaires l'emporteront sur vous, mais il s'en trouvera quand même quelques-uns. L'un d'entre eux en particulier, fort comme un lion, deviendra le plus vaillant de vos chevaliers et le meilleur de vos amis, durant quelque temps tout au moins. Et un autre de vos chevaliers, encore plus fort que le précédent, puisera sa force dans sa bonté, dans sa pureté. Ne m'en dites pas davantage, je vous prie, dis-je. Ce que j'ignore ne saurait m'affliger. Quand je voudrais savoir, je vous le demanderai. Promettez-moi que ce jour-là, vous me direz toujours la vérité, et promettez-moi de ne plus rien me dire sans que je vous l'aie demandé. Vous êtes bien sage pour votre âge, Arthur, dit Merlin. Mais c'est entendu. Je vous promets de ne rien vous dévoiler sur votre avenir sans que vous m'ayez interrogé, et de vous dire alors toute la vérité. Et ne vous tracassez pas pour le roi Pélinore. Je ne lui ai fait aucun mal. Dans quelques heures, il se réveillera tellement honteux d'avoir levé la main sur vous qu'il deviendra l'un de vos alliés les plus sûrs, l'un de vos amis les plus loyaux. Je suis beaucoup plus inquiet pour vous que pour lui. Il faut faire examiner ses blessures sans tarder, après quoi nous irons chercher Excalibur. Je passai les 3 jours suivants en compagnie de Merlin dans la grotte d'un ermite au fond de la forêt, à attendre que mes plaies cicatrisent. Et quand Merlin déclara qu'il était temps de partir, j'étais encore tout raide et endolori. Sous la conduite de Bercelet, qui semblait toujours savoir où il allait, nous nous enfonçâmes encore plus profondément dans les bois. Des pistes de cerf finirent par nous amener dans une région découverte, déserte, où je n'avais encore jamais mis les pieds. La soirée était paisible, tiède, et les mouches étaient couchées lorsque nous atteignîmes enfin un grand lac qui nous empêcha d'aller plus loin. À notre approche, des hérons poussèrent des cris effarouchés et partirent d'un vol lourd se réfugier dans les collines boisées qui s'élevaient de l'autre côté de l'eau. Alors, des cris effarouchés signifient des cris apeurés. Des collines boisées, ce sont des collines recouvertes d'arbres. Dans boisé, on reconnaît le mot bois. Bercelet entreprit d'explorer les roseaux en quête de canards, et il en fit lever quelques-uns qui s'envolèrent au ras de l'eau, en laissant derrière eux le lac parfaitement silencieux sous la brume qui commençait à tomber, en drapant de blanc le sommet des arbres du rivage. Alors ici, il faut s'imaginer un brouillard qui tombe au sommet des arbres. C'est pour cette raison que nous trouvons l'expression drapé de blanc. Draper signifie recouvrir d'un drap. Le drap ici évoque la blancheur du brouillard qui recouvre les arbres. Merlin rappela Bercelet qui vint de mauvaise grâce s'ébrouer en nous aspergeant de gouttelettes d'eau. Maintenant, on attend, annonça Merlin. Où sommes-nous ? demandai-je. Ce lac sépare la vie de la mort, Arthur. Derrière les brumes se cache l'île d'Avalon. Ceux qui l'habitent ne sont pas des vivants, mais ce ne sont pas non plus des morts. Ils sont dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Bien qu'ils n'appartiennent pas à notre monde, ils peuvent néanmoins y venir. Ils détiennent des pouvoirs terrestres et des pouvoirs surnaturels,
des pouvoirs pour le bien et des pouvoirs pour le mal. Cependant, ce lac n'est qu'un lac comme les autres. Où est cette Excalibur? Demandai-je encore. Et de quoi s'agit-il d'ailleurs? Vous ne pouvez pas me le dire? Oh, arrêtez de poser des questions, Arthur, dit Merlin. Soudain, il se pencha en avant et tendit le bras. Regardez. Je regardais, mais je commençais par ne rien voir. Puis, sous mes yeux, la surface de l'eau se rida et s'ouvrit. Et à ma profonde stupeur, je vis émerger du lac une épée scintillante, brandie par une main que prolongeait un bras gainé de soie blanche. Voilà votre réponse, chuchota Merlin. Cette épée s'appelle Excalibur. Elle vient du demi-monde d'Avalon, où sa lame a été forgée par les elfes et son fourreau tissé par Dame Nému en personne, la Dame du lac, qui est également madame. En prononçant son nom, sa voix s'altéra. Tenez, la voici. Et des brumes sortit une silhouette drapée de vaporeux voiles verts. Elle marchait sur l'eau, mais comme le lac restait absolument lisse sous ses pieds, on aurait plutôt cru qu'elle flottait en l'air. Elle vint vers nous, portant à deux mains un fourreau auquel était fixé un ceinturon. Un fourreau, c'est comme une poche, un étui dans lequel on range l'épée. Un ceinturon, c'est une ceinture, donc pour accrocher l'épée à la taille. À la façon dont elle regardait Merlin et dont il la regardait, je compris qu'un très ancien amour les unissait, un amour toujours vivace. Le sourire secret qui faisait briller les yeux de la dame n'était destiné qu'à Merlin. Mais quand elle prit la parole, ce fut à moi qu'elle s'adressa. Messire Arthur, j'ai fait ce fourreau pour vous. Il est tissé avec l'or d'Avalon. Gardez-le toujours sur vous. Toujours, vous avez compris. Mais l'épée, dis-je, comment aurais-je l'épée? Devrais-je aller la chercher à la nage? Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle en souriant aimablement. Et pendant qu'elle parlait, j'aperçus une barque échouée dans les roseaux. D'où elle venait et comment elle était arrivée là, je l'ignore. Montez, dit-elle. Je n'hésitai pas. Dès que je fus dans la barque, elle se mit en mouvement et glissa sans bruit sur les eaux noires en direction du bras dressé au milieu du lac. Lorsque nous en fûmes tout proches, elle ralentit jusqu'à s'arrêter une seconde, juste le temps pour moi de tendre la main et d'empoigner l'épée par la lame. Le bras s'enfonça dans le lac et je le suivis des yeux jusqu'à ce que le dernier doigt ait disparu. Je m'assis au fond de la barque et regardai l'épée posée sur mes genoux. Sa poignée incrustée d'or et de pierreries s'adaptait à ma main mieux qu'aucune de celles que j'avais tenues jusque-là. Sa lame était la plus importante que j'aie jamais vue. Et cependant, elle me paraissait aussi légère qu'une plume, comme si elle était prolongée de mon bras, et non une arme. Comme si, elle était un prolongement de mon bras, et non une arme. La barque atteignit la rive, et je levai les yeux. Merlin m'attendait, le fourreau à la main. La dame du lac n'était pas en vue. Je glissai l'épée dans le fourreau, et Merlin boucla le ceinturon autour de ma taille. Il recula d'un pas pour m'examiner. Eh bien, vous voilà en possession d'Excalibur. Qu'est-ce que vous préférez, Arthur? L'épée ou le fourreau? L'épée, bien sûr, répondis-je en dégainant pour la première fois. Un fourreau sans épée ne serait d'aucune utilité. Pas celui-ci, dit Merlin. Croyez-moi, Arthur, si vous suivez le conseil de la dame du lac et portez le fourreau attaché à votre taille, alors vous ne perdrez jamais une seule goutte de sang,
Excalibur peut vous procurer la victoire, la gloire et l'honneur. Elle peut faucher vos ennemis comme des épis mûrs, mais c'est le fourreau qui assurera en toutes circonstances votre sécurité. Ne vous en séparez jamais, Arthur, quoi qu'il arrive. Elle l'a fabriqué spécialement à votre intention pour me faire plaisir. Cette femme est le grand amour de ma vie. Un jour, continua-t-il rêveusement, un jour j'irai la retrouver, mais pas encore. Lorsqu'il se tourna vers moi, il avait les yeux pleins de larmes. Il faut que nous soyons réunis. Elle est toujours dans mes pensées. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas, Arthur? Je ne le comprenais que trop bien. Combien de temps resterez-vous encore auprès de moi, Merlin? Demandai-je. Un moment, répondit-il, un petit moment. Et d'ailleurs, je ne vous abandonnerai jamais complètement, vous le savez bien, vous aurez toujours Bercelet. Et Bercelet vint auprès de moi et pour la deuxième fois s'ébroua en m'aspergeant de la tête aux pieds. C'est évidemment une consolation, dis-je en riant, une grande consolation. Nous rentrâmes donc à Camelot avec Excalibur. Ce soir-là, je fis circuler Excalibur autour de la table afin que tous mes chevaliers puissent l'examiner et la prendre en main. Chacun d'eux l'embrassa respectueusement avant de la passer à son voisin. Parmi eux se trouvait Pélinore, venu à implorer son pardon pour devenir l'un des nôtres, comme l'avait prédit Merlin. Je décidai qu'il pouvait demeurer avec nous, à condition de commencer par faire la paix avec Grifflet. Grifflet et lui s'étreignirent chaleureusement devant toute la compagnie, et la salle vibra d'applaudissements. À dater de ce jour, jamais deux chevaliers ne furent plus grands amis que Pélinore et Grifflet. Quelques semaines seulement s'étaient écoulées lorsque nous apprîmes que le roi Lot et le roi Nantes avaient levé une nouvelle armée et marchaient vers le sud pour nous attaquer. « En voilà deux qui ne reverront pas le printemps !» s'exclama Pélinore. « Permettez-moi de m'en charger, messire. » J'hésitais, doutant encore de sa loyauté, mais Merlin se pencha vers moi et me parla à l'oreille. La loyauté, ici, c'est la fidélité, la sincérité. Arthur ne sait pas s'il peut faire confiance en Pélinore. Faites-lui confiance, Arthur, laissez-le partir. Pélinore prit donc Grifflet et une centaine de bons soldats de notre armée, et ils se mirent en route dès le lendemain matin. Ils étaient partis depuis un mois lorsqu'un messager nous apporta des boucliers du roi Lot et du roi Nantes. Pélinore avait tendu une embuscade, tué les deux rois de sa main et dispersé leur armée, dont il poursuivait actuellement les lambeaux vers le nord. Ce soir-là, dans la cour du château, je contemplais appuyé sur mon bâton les boucliers des deux rois que nous avions accrochés au mur, lorsque Merlin vint me rejoindre. Il ne dit pas « Je vous l'avais bien dit », mais il le pensait. Cela se voyait à son sourire. « C'est le bâton que je vous ai donné, dit-il. Puis-je vous l'emprunter un instant ?» Et sur ces mots, il me le prit des mains et l'enfonça dans le sol. Aussitôt, un arbre sortit de terre, d'abord simple baliveau, puis chêne majestueux qui se développa jusqu'à dominer toute la cour. Quand vous serez assis à l'ombre de ces branches, Arthur, me dit Merlin, pensez à moi et rappelez-vous ce que je vous ai dit un jour au sujet des glands. Il se baissa, ramassa une poignée de glands et me les tendit. Gardez-les, dit-il. Je suis fier de vous, Arthur. Je ne pourrais pas l'être davantage si vous étiez mon propre fils. Et comme j'aurais aimé que vous le soyez. En regardant le vieil homme s'éloigner, je fus submergée par une vague de tristesse. Je savais maintenant qu'il me quitterait bientôt, et je comprenais aussi à quel point je me sentirais alors seule. Fin du chapitre 3.